Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Farbengom placé sous mandat de dépôt, le député est poursuivi pour escroquerie et blanchiment de capitaux. Ses avocats dénoncent la procédure et promettent de le remettre en liberté très prochainement. Le gouvernement rencontre en ce moment les centrales syndicales au Grand Théâtre des échanges directs avec donc les représentants des travailleurs. Le musée international de la biographie du prophète et de la civilisation islamique officiellement inauguré par le président de la République, le chef de l'État magnifie la qualité de l'infrastructure. Et puis à quelques jours du mois béni de Ramadan ou à quelques heures, les citoyens se préparent et interpellent les autorités sur la cherté des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le député, maire des Agnam, va passer sa première nuit en prison. Farbengom a été placé sous mandat de dépôt par le pôle judiciaire et financier. Pour ses avocats, rien ne justifie son emprisonnement. Ils promettent de le libérer très prochainement et déplorent la procédure d'Eyalifal pour le compte rendu. C'est après 8 heures d'horloge que le maire des Agnam, Mohamedou Farbengom, a été placé sous mandat de dépôt par le président du collège des juges d'instruction financier du premier cabinet du pôle judiciaire financier. Son avocat, Maître Doudou parle d'injustice et des accusations infondées. Monsieur Mohamedou Farbengom est placé sous mandat de dépôt pour des faits qui n'ont pas été énoncés, pour des faits encore mal établis, pour ne pas dire non établis, sous des accusations qui n'avaient pour but que de le mettre en prison. Aujourd'hui, nous sommes tous en état de choc. Nous avons reçu un coup d'épée. La robe noire affirme que la bataille ne fait que commencer. Maître Doudou dénonce la procédure judiciaire. Nous allons nous battre. Nous parviendrons, et je dis bien nous parviendrons, à montrer au monde entier les grandes irrégularités qui ont gouverné cette procédure jusqu'à l'emprisonnement de Farbengom. Et si Dieu le veut, vous le verrez à nouveau libre. Un coup d'épée qui, de notre point de vue, ne respecte aucune des règles du droit de procédure pénale qui protège les citoyens, qui protégeait jusqu'à ce jour notre client Mohamedou Farbengom. Sur une accusation qui ne tient pas, sur une procédure qui ne respecte pas ses droits, et nous-mêmes avocats, dans notre unanimité, avocats de Paris, avocats de Montpellier, avocats de toutes les villes du monde, avocats du Sénégal, nous disons que la bataille ne fait que commencer. Pour ces militants venus du Fouta, de la Mauritanie, de Matam, entre autres, pour le soutenir, ont été dispersés par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes. Pour rappel, le maire des Agnam, Farbengom, a été accusé de détournement de deniers publics à hauteur de 125 milliards de francs CFA, évoqué par le rapport de la CENTIF, cellule nationale de traitement des informations financières. Et puis le gouvernement du Sénégal rencontre en ce moment les centrales syndicales des échanges qui vont porter sur les revendications des syndicalistes. Le Premier ministre qui avait promis un dialogue franc, direct, mais que l'État sera intransigeant sur certaines questions. Le dialogue se déroule en ce moment au Grand Théâtre National. Un balai donc de discours. Les différentes centrales syndicales représentées sur place sont en train donc de prendre parole un par un. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions. Les boulangers menacent de décréter Ramadan sans pain.
Selon eux, ils parviennent difficilement à faire des bénéfices depuis la baisse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Ils s'offusquent contre leur non-implication dans le dialogue entre l'État et les centrales syndicales. Voici Djibi Faye, il est le vice-président du regroupement des boulangers du Sénégal. Il est ici au micro de Mamadou Lamine Fati. Il s'est trouvé qu'aujourd'hui c'est un secteur agonisant. En juin 2024, l'État du Sénégal a réduit le prix de la baguette de pain de 175 à 150 francs. Depuis lors, le secteur a connu un dérèglement. Aujourd'hui, vous avez écouté la version d'un des acteurs. La majeure partie des boulangers ferment boutique. C'est dû. Le sac de farine devrait être réduit de 7 000 francs. Mais malheureusement, l'État a réduit de 4 000 francs. Donc les 3 000 francs restants, c'est nous les boulangers qui supportons cela. Alors, on a proposé à l'État des solutions. Mais il se trouve que les rencontres qu'on a eu à faire avec les ministères, avec les agents du service régional du commerce, tout cela n'a aucune suite. Donc nous demandons à ce que vraiment l'État au plus haut niveau, au niveau de la présidence de la République, au niveau de la primature, que des actions soient faites. Sinon, les boulangeries vont fermer une à une et nous serons obligés d'aller vers un arrêt de production. Vraiment, on va directement vers un ramadan sans paix. Ce n'est pas encore concret, mais vraiment c'est une situation qui peut arriver. On veut être reçu pour proposer nos solutions. Il y a des solutions. On a eu à prendre ou bien à proposer un cabinet indépendant pour une nouvelle structure du prix des pains. Ça n'a pas été fait. Nous avons, à notre niveau, il y a 2 semaines de cela, travaillé sur une structure qu'on a proposée au service régional du commerce. C'est sur leur table. Maintenant, cette structure-là, on voudrait, à notre niveau, l'amener à la primature. C'est que l'État prenne ses responsabilités. L'État a un droit de régulation. L'État doit jouer à ce qu'il y ait des équilibres. À quelques heures, donc, du mois béni de Ramadan, certains citoyens se préparent à l'accueillir, selon eux, malgré la conjoncture difficile. Ils comptent le vivre pleinement, mais ils invitent les autorités à baisser les prix des denrées alimentaires de première nécessité. C'est un sujet de Elisabeth Grastine et de Selma Diallo. L'heure est aux courses au marché Grand Dakar. Commerçants et acheteurs se croisent dans un décor vivant, marqué par les étals débordants de marchandises de toutes sortes. L'ambiance bat son plan à la veille du Ramadan. Ce commerçant exprime son inquiétude face à la cherté de la vie. La vie est chère, rien ne marche ici. À l'approche du Ramadan, certains commerçants achètent du sucre et le stock pour augmenter le prix pendant le mois sacré, ce qui complique encore plus la situation. De son côté, ce boucher au marché Grand Dakar affirme se préparer au Ramadan comme à son habitude, malgré la conjoncture difficile. Mais on se prépare comme d'habitude. C'est vrai que tout est cher, même le prix de la viande a augmenté. Mais on fait avec, comme chaque année. Il faut manger. Pour cette mère de famille, le défi est de taille. Elle espère une baisse des prix, car, dit-elle, jeûner sans avoir de quoi nourrir ses enfants est une véritable épreuve. Si cela dépendait de nous, nous aurions baissé les prix, car jeûner toute une journée et ne rien avoir à offrir à sa famille est très difficile. À la veille du Ramadan, la ferveur des préparatifs se fait sentir au marché Grand Dakar. Dans un contexte de vie chère, certains espèrent une baisse des prix, tandis que d'autres s'adaptent comme chaque année. Elisabeth Grastine, le syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie a fait des recommandations pour une réforme institutionnelle de la Sénélec dans l'intérêt des travailleurs et des usagers. C'est à l'issue de 3 jours de rencontres au Cap des Biches. Les syndicalistes veulent des assises du secteur de l'énergie. Voici Al-Hassan Ba, il est le secrétaire général du Sud-Éten. Il est ici au micro de Babacar Seck. Donc si nous n'arrivons pas à faire une bonne réforme, donc il y a des risques
pour l'entreprise, la Sénélec, avec malgré tous les acquis que nous avons eu à engranger pendant ces 10 dernières années. Il y a aussi les risques pour le secteur de l'énergie qui est, je dirais, le secteur le plus stratégique pour l'économie du pays et aussi pour la sécurité du pays. Donc pour les risques aussi, il y a surtout pour les consommateurs qui attendent toujours la baisse de l'électricité et qui jusqu'à présent ne voient pas la situation changer. Et surtout pour l'économie de notre pays. Parce que c'est l'énergie qui doit booster, je dirais, le secteur informel, mais aussi bien, je dirais, le secteur, je dirais, industriel. C'est pourquoi nous tenons encore une fois à dire aux autorités de consulter et de faire une concertation, je dirais, inclusive et participative à travers des assises pour nous permettre d'aller vers un horizon où chaque Sénégalais pourra bénéficier d'une électricité de qualité. Je le disais en titre, le président de la République a inauguré le musée international de la biographie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de la civilisation islamique, le premier du genre en Afrique. Pour le chef de l'État, l'infrastructure est d'une grande importance. Elle va d'ailleurs permettre aux musulmans et même aux non-musulmans de connaître l'histoire du prophète, paix et salut sur lui, le chef de l'État, que je propose d'écouter au micro de Mafafal. Il est remarquable que des compatriotes sénégalais aient pu, à leur époque, accéder à des sources parfois rares pour approfondir leurs recherches et offrir à la postérité des éclairages précieux sur les enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sira, biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est ainsi riche de cet héritage littéraire et scientifique qui retrace dans les moindres détails sa vie et son œuvre, de sa naissance à son rappel à Dieu. En langue arabe, comme dans la plupart de nos langues nationales, la sira est toujours déclamée tous les jours à l'occasion des cérémonies religieuses qui rythment nos vies durant toute l'année. Grâce à ce riche héritage, les séquences de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont connues des Sénégalais abreuvés aux sources de nos anciens. Cet héritage, nous avons le devoir de l'entretenir, de le sauvegarder, de le partager avec toute la Oumma islamique et même au-delà. Mais nous sommes à une époque où les centres d'enseignement islamique, les daras, ne sont pas accessibles à tous pour y étudier la sira du prophète et l'histoire de l'implantation de l'islam et de sa dissémination à travers le monde. À cet égard, il est important de contribuer à la vulgarisation chez le grand public de l'histoire de cet élu de Dieu comme le modèle accompli et de promouvoir la compréhension approfondie de sa vie et de ses enseignements. C'est tout le sens de l'inauguration aujourd'hui d'un musée consacré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille, sur notre terre. C'est un moment solennel et historique. Il consacre une œuvre qui transcende le temps et l'espace. Un musée qui est à la fois une œuvre cultuelle et culturelle et qui contribuera assurément à l'enrichissement du savoir. Le gouvernement du Sénégal élabore une stratégie nationale de soutien aux petites et moyennes entreprises et industries, les PME et les PMI, dans le cadre de la stratégie nationale de promotion et de développement
2025-2029. L'État entend ainsi accompagner ces PME et PMI afin de les rendre plus performants et leur permettre de participer au développement économique du pays. Satoudiba et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf pour le compte rendu. Le gouvernement lance une stratégie de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Objectif, mieux accompagner ces structures. On a lancé officiellement la stratégie nationale de promotion et de développement des PME et des PMI, qui est une stratégie qui entre dans le cadre du nouveau référentiel de politique publique et aussi des orientations du Premier ministre dans le sens de renforcer un peu l'écosystème d'accompagnement, de développement des PME et des PMI. Donc cette stratégie nationale va prendre en compte toutes les grandes orientations des politiques publiques. Et l'idée et l'objectif qui est visé, c'est d'avoir une stratégie avec des plans d'action opérationnels pour l'entrée des PME et des PMI dans le cadre de leur accompagnement non financier et financier. Et aussi comme objectif de proposer des réformes opérationnelles dans le cadre législatif qui vont guider une bonne politique d'harmonisation des PME et des PMI. L'État va également faciliter l'accès au financement et promouvoir l'entrepreneuriat, participer ainsi au développement des 8 pôles du territoire du Sénégal. Et de voir comment avoir un plan d'action qui va un peu interconnecter les différentes structures d'appui et d'encadrement, qui pour nous c'est un défi pour les rationaliser, et aussi d'avoir une bonne approche en termes d'intervention et d'accompagnement au niveau des 8 pôles économiques comme objectif, qui va essayer de proposer des solutions sur le plan des réformes à proposer. Il y a le secteur de l'entrepreneuriat qu'on est en train d'étudier. Il y a aussi l'accès au financement massif du projet qu'on pilote avec comme objectif 3 000 milliards d'ici l'horizon 2029. Mais pour réussir ces différents objectifs, il nous faut une stratégie opérationnelle avec des solutions très adaptées sur l'environnement et l'écosystème des structures d'appui d'encadrement, qui est pour nous un défi à relever pour un bon système d'accompagnement des PME au niveau des 8 pôles territoires. Selon le représentant de l'ONUDU, il faut désormais élargir la réflexion. Plusieurs initiatives ont été entreprises, mais n'ont pas pu booster les PME et PMI. Aujourd'hui, la grande question reste celle de savoir comment régler le problème de l'efficacité des interventions, leur impact et leur pérennisation. Autrement dit, quels sont les problèmes à résoudre, c'est-à-dire quelle est la demande, les réponses à apporter, quelle est l'offre, c'est-à-dire les stratégies, méthodologies d'approche les plus pertinentes pour impulser une véritable dynamique de promotion de ce secteur. De manière plus précise, comment satisfaire le besoin de rapprocher la demande et l'offre des services financiers et non financiers? Le gouvernement du Sénégal, à travers le référentiel Sénégal 2050, veut donner plus de place aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre de participer au développement économique du pays. Atelier de validation de la lettre sectorielle de politique et de développement du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Cette nouvelle stratégie sera arrimée aux nouvelles orientations des politiques publiques. L'agenda de transformation nationale du Sénégal 2050, avec la participation, bien sûr, de tous les acteurs. N'est-ce pas, Babacar Seck? La lettre de politique sectorielle de développement du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires a été validée. L'ambition est de faire de la pêche un levier de croissance. En effet, nous sommes à une époque de transformation profonde de l'économie mondiale où les enjeux de développement durable, de sécurité alimentaire, de gestion des ressources naturelles et de croissance économique sont plus que jamais au cœur du progrès. Les secteurs de la pêche, des infrastructures maritimes et portuaires jouent un rôle primordial dans cette dynamique, non seulement pour l'économie de notre pays, mais aussi pour le bien-être des communautés côtières. En alignant cette politique sectorielle avec la vision Sénégal 2050, nous ambitionnons de faire de ces secteurs des leviers puissants pour une croissance inclusive et durable, notamment au niveau des territoires. L'élaboration de la politique sectorielle a été faite de manière inclusive et participative. Un travail collectif structurant qui a permis de formaliser notre vision stratégique pour les années à venir en parfaite cohérence avec les priorités de la stratégie nationale de développement. Une réunion de partage avec les parties prenantes du secteur a été également organisée afin de recueillir leurs avis et observations
et d'enrichir ainsi le document dont l'exploitation nous réunit aujourd'hui. Dans cette politique figure l'exploitation responsable et durable des ressources pour mieux les préserver. Babacar Seck, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de son côté, était en visite de chantier à Touba. Cheikh Tidiane Dièye est venu donc s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'assainissement de la capitale du mouridisme. Pour le ministre, l'état d'avancement des travaux est satisfaisant. Il promet l'accélération de ces travaux avant l'hivernage. Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, est ici au micro de Gornaclo. La tournée que je viens de faire m'a permis de visiter un certain nombre de réalisations et d'ouvrages. J'ai commencé par la devanture de la mairie de Touba, où des travaux étaient déjà en cours. J'ai accéléré et ces travaux seront terminés à bonne date, Inch'Allah, avant l'hivernage, pour permettre d'atteindre les objectifs que nous avons fixés sur ce site. Après quoi, je suis allé au bassin de Kerniang. Nous avions démarré la construction d'un second bassin. L'année dernière, nous avons eu des difficultés sur place parce que le bassin n'était pas très grand, évidemment. La capacité de pompage était un peu faible. Du coup, toute l'eau qui était à Touba ne pouvait pas être drainée vers Kerniang et repompée depuis là-bas. Donc, on a eu quelques blocages qui ont fait que cette année, nous avons anticipé. Et le second bassin en cours de construction sera livré au plus tard, au début du mois de fin juin, en juillet, et pour que ce bassin puisse faire son travail correctement. Et finalement, Kerniang sera juste une zone de transit qui peut récupérer le maximum d'eau venant de Touba pour drainer cette eau vers Nguélémou, ensuite de Nguélémou allant vers Kelkab. Et j'ai été aussi à Nguélémou pour visiter les travaux en cours qui avancent très bien, le rythme est très bon. Toutes les entreprises sont mobilisées et Inch'Allah aussi les travaux seront livrés, le chantier, dans la fin du mois de juin et aussi courant de juillet, bien avant sans doute l'installation définitive de l'hivernage. Et de là-bas, l'exutoire le plus important de Touba, c'est Kerkab. J'ai été voir ce site qui sans doute sera notre solution définitive la plus grande parce que on a 60 hectares propriété de ONAS qui nous permettra de bâtir un bassin extrêmement important. Nous avons déjà réalisé sur 8 hectares le bassin que j'ai pu visiter. Un autre est en cours de démarrage avec 8 hectares également. Mais notre ambition, c'est de pouvoir aménager dans les années à venir la 60aine d'hectares de Kerkab pour en faire un lac artificiel. C'est ça notre ambition. À Rufisque, les acteurs du transport et logistique ambitionnent de faire de la ville un hub du secteur. L'association rufisquoise du transport et de la logistique compte outiller les jeunes dans le domaine du pétrole et du gaz afin de leur faciliter leur insertion dans ce secteur, avec bien sûr la mise en place prochaine du port de Ndayane. Boubou Lamine Diagouraga, il est le président de l'association rufisquoise de transport et de logistique, est ici au micro de Babacar Seck. Un des principaux objectifs de l'association est l'insertion des jeunes. Aujourd'hui, nous savons tous que la place, que la jeunesse occupe une place très importante pour un pays comme le Sénégal. Donc, raison pour laquelle nous mettons l'emploi et l'employabilité de la jeunesse au devant de la scène et au devant de nos activités. Aujourd'hui, nous sommes là parce que Rufisque est un hub logistique, comme on aime le dire. Tout ce qu'on cherche dans un hub logistique se trouve dans le département de logistique. Et aujourd'hui aussi, force est de noter qu'avec l'ère du premier baril, nos activités tendent aussi à la formation de ces jeunes vers des métiers pétro-gaziers. Parce que même aujourd'hui, on le sait, Rufisque peut être un hub logistique pétrolière parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire focus uniquement sur le pétrole, mais aussi sur le gaz. Et la stratégie de gaz du port établie par l'État du Sénégal, le nœud gordien, ça se trouve au département de Rufisque, avec ces 5 centrales électriques qui sont là. Donc, et aussi les 2 quais de pêche qui sont les 2 ports qui seront là, le port de Sénou et le port de Ndayane. Donc, ce sont des opportunités. C'est d'ailleurs cet élément qui m'a fait en cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'IT. Je vous donne rendez-vous juste à cette édition pour un entretien spécial. Au revoir.